Durant le développement de Rayman 2, un bug permettait de sauter sur un bateau pirate qui survolait l'un des niveaux du jeu. La possibilité d'observer celui-ci en hauteur a donné un sentiment d'espace et de liberté à Michel Ancel. Un sentiment que ce dernier a voulu retranscrire dans un nouveau projet, Between Good and Evil, très vite renommé en Beyond Good and Evil. Le projet a été rendu possible par Yves Guillemot qui a permis à Michel Ancel de fonder une équipe indépendante au sein d'Ubisoft Montpellier. Pour donner vie à un vaste monde, l'équipe de développement s'était lancée dans la création d'un nouveau moteur, le Jade Engine, qui donnera par la suite son nom à l'héroïne du jeu. En plus d'avoir rendu possible la modélisation de ce qui se rapproche d'un monde semi-ouvert, le moteur a permis d'avoir un magnifique rendu d'eau. Les développeurs ont d'ailleurs pris la décision de recouvrir d'eau une importante partie de la planète sur laquelle se déroule le jeu. Contrairement à Rayman 3 qui a été développé en parallèle, Beyond Good and Evil n'a utilisé aucune cinématique précalculée, à l'instar de Rayman 2. C'est au final 126 cinématiques en temps réel qui ont été produites, faisant une cinquantaine de minutes, ce qui n'a pas empêché leur doublage dans 6 langues différentes. Il faut également savoir que Montpellier a reçu l'aide des studios d'Ubisoft Casablanca et d'Ubisoft Milan. À croire que gérer la communication entre 3 sites de même pays était trop facile pour Michel Ancel. Après 4 ans de développement, le jeu est sorti entre novembre 2003 et février 2004 sur PlayStation 2, PC, Xbox et GameCube, avec quelques jours, voire des semaines en avance en Amérique du Nord par rapport à l'Europe. Ce qui est parfaitement logique. L'histoire prend part sur la planète d'Illis, défendue par les sections Alpha qui font face à l'invasion des Doms. Nous incarnons Jade, une jeune femme qui s'occupe d'enfants dont les parents ont été enlevés par les Doms et qui vit avec son oncle Page. Ce n'est que suite à une mission de recrutement que Jade rejoint le réseau Iris, un groupe considéré comme terroriste par les sections Alpha et le journal local. Le réseau Iris révèle à Jade que les sections Alpha sont en réalité de mèche avec les Doms. Jade aura donc pour mission de prendre en photo de nombreuses preuves incriminant les sections Alpha dans le but d'alimenter le Iris Flash afin d'inciter le peuple d'Illis à se révolter. Ce qui a été le plus reproché au jeu est sa courte durée de vie. Pour l'avoir découvert en 2023, je trouve que le scénario va en effet trop vite dans ce que j'appellerais le premier acte. Alors que nous venons tout juste de finir ce qui s'apparente à un premier donjon, un personnage nous révèle que les sections Alpha sont nos ennemis, au bout d'à peine 1 à 2 heures de jeu. Je pense que ça aurait été plus intéressant de laisser au joueur le temps de douter par lui-même des sections Alpha, que ce soit par leur omniprésence dans le quotidien des citoyens qui fait plus penser à une forme d'occupation du territoire, ou par la présence d'un tout petit indice. Section Alpha, patrouille 21. Tout danger est écarté. Vous pouvez remonter sans crainte. Allez les amis, on va jouer à qui est le méchant dans cette scène. Allez, qui est le méchant? Bravo, tu as gagné. Par contre, grâce à ces moments d'accalmie, le scénario s'en sort mieux en ce qui concerne le développement de ses personnages et l'exposition de son univers. Le gameplay de Beyond Good and Evil est divisé en 3 types de phases: action, infiltration et exploration. Je parlerai de l'exploration dans la partie suivante. Commençons par ce que le jeu nous met sous les yeux dès le début, les combats au corps à corps. Le gameplay est très simpliste. Quand Jade s'approche d'un ennemi, elle se verrouille automatiquement sur lui. Il ne reste plus qu'à marteler la touche d'attaque et le tour est joué. Même si certaines menaces nécessitent d'esquiver leurs attaques, ce gameplay des combats est très limité, surtout comparé à Rayman 3 et Prince of Persia, les Sables du Temps, sortis la même année, sans parler des contrôles de Jade qui sont assez rigides. L'action devient plus amusante quand elle a lieu à bord de l'Hovercraft, le moyen de locomotion du joueur. Concernant l'infiltration, le jeu nous permet de longer les murs et de s'accroupir afin de se déplacer en toute discrétion. Si cela ne correspond pas à votre manière de jouer, vous pouvez vous débarrasser des sections alpha en tirant sur leurs bonbonnes accrochées à leur dos pour les déstabiliser. Il ne reste plus qu'à leur donner un coup de pied pour les faire s'envoler et exploser. Mais faites attention, quand un membre des sections alpha est en danger, les autres sont en état d'alerte. Si l'un de vous remarque, il va non seulement falloir courir, mais en plus le fait de vous cacher ne sera pas suffisant.
les sections alpha se servent d'explosifs et de robots laser afin de nettoyer la zone où ils vous auront vu vous cacher. Sinon vous pouvez aussi foncer dans le tas. C'est risqué, mais ça peut fonctionner. Par ailleurs, l'intelligence artificielle des alliés est plutôt bonne, que ce soit pour se défendre, se déplacer entre des obstacles en mouvement, pour donner des indications aux joueurs. Il faut sauter, mademoiselle Jade. C'est par là, mademoiselle Jade. Mademoiselle Jade, il y a une perle abandonnée en contrebas. Et même pour simuler de fausses agressions. Non mais regardez-moi ce jeu d'acteur exceptionnel. De plus, là où dans Rayman 3 le duo Rayman Globox était exploité de façon très minimaliste, le système de binôme dans Beyond Good and Evil a beaucoup plus d'intérêt. Vous pouvez réaliser des actions spécifiques en combat, exploiter des mécanismes, et donner divers types d'objets à votre coéquipier. Objets de soins, cartes d'accès, etc. Il est d'ailleurs possible de lui donner des Epi-One, l'équivalent des réceptacles de cœur des jeux Zelda. La progression au sein de cet univers tourne autour de l'Overcraft. Pour l'améliorer, il faut trouver et apporter des perles au garage de Mamago. Les améliorations de l'Overcraft permettent aux joueurs d'accéder à de nouvelles zones, jusqu'à permettre de quitter l'atmosphère direction la Lune. Pour obtenir ces perles, le jeu nous fait passer par des phases d'action, d'infiltration, d'exploration et de donjons, ce qui lui aura donné le titre de Zelda français. Le gros point fort du jeu reste avant tout son univers onirique futuriste, dont l'ambiance est portée par sa musique qui a été écrite et composée par Christophe Herral. Outre sa musique, cet univers offre une certaine liberté d'exploration. On pourrait croire que les améliorations de l'Overcraft aient pu limiter l'exploration du joueur, mais ce n'est pas le cas. Prenons un exemple. Au début du jeu, un personnage vous demande de vous rendre dans une sorte de grotte souterraine qui sert de premier donjon. Vous pouvez donc vous y rendre immédiatement, ou pas. Rien ne vous empêche de faire un petit tour en ville, participer à une course, faire une partie de jeu. Par contre, cette liberté amène parfois quelques incohérences. En effet, si vous faites d'abord un tour dans le bar de la ville, vous pouvez tomber sur un civil qui vous dit que sa famille a été enlevée par les sections alpha. Jade va alors compatir et lui dire qu'il n'est pas seul. Si vous faites cette découverte après avoir fait le premier donjon, et donc avoir eu la cinématique dans laquelle Jade apprend que les sections alpha sont de mèche avec les Doms, il n'y a aucune incohérence. Mais, si vous vous rendez d'abord au bar avant d'avoir fait le premier donjon, et donc avant d'avoir eu la révélation sur les sections alpha, vous aurez quand même une Jade qui compatit au fait qu'une famille ait été enlevée par les sections alpha, comme si elle connaissait déjà la vérité sur eux, alors que ce n'est pas censé être déjà le cas. La liberté d'exploration se fait aussi grâce aux objets avec lesquels le joueur peut interagir, comme les casiers, les interrupteurs, les caisses. Cependant, il y a une liberté dont j'aurais bien aimé bénéficier à la fin du jeu, celle de pouvoir retourner sur Yllis. Vous avez bien entendu, après avoir atterri sur la Lune, et après avoir retrouvé un certain personnage, il vous est impossible de redécoller. C'est pourquoi je vous conseille de finir toute l'annexe qu'il y a à faire sur Yllis avant de vous aventurer sur la Lune. Par ailleurs, en dehors de l'exploration en extérieur, celle à l'intérieur des donjons est tout aussi réussie grâce à leur level design et à leur direction artistique. Enfin, l'univers de Beyond Good and Evil a eu droit à un certain souci du détail de la part des développeurs. Il est par exemple possible de tirer sur les véhicules des civils, ce qui peut entraîner une amende en cas de récidive. La planète possède également une faune aquatique et terrestre qu'il faut prendre en photo tout au long du jeu pour gagner de l'argent et des perles, une mécanique qui est très clairement la signature de Michel Ancel, ce dernier portant un grand intérêt pour la faune du monde réel. On peut aussi noter la présence d'un cycle jour-nuit qui fonctionne continuellement, y compris pendant les cinématiques. Cependant, ce cycle jour-nuit n'a aucun impact dans le jeu, si ce n'est sur le cycle de vie des enfants du phare. Beyond Good and Evil est en quelque sorte un jeu indépendant qui a pu bénéficier d'un très bon bouche à oreille de la part des joueurs, ce qui lui a permis d'atteindre le million de ventes aux États-Unis, malgré la concurrence rude face à Ratchet & Clank 2 et Jack 2 hors la loi. Son univers, ses personnages, sa musique et la variété de son gameplay lui ont permis de se faire une place au sein des jeux d'action-aventure. Cette œuvre se distingue d'ailleurs du reste de la concurrence grâce à Michel Ancel qui a apporté sa touche personnelle, que ce soit par la mise en avant de la faune, comme précédemment dit, ou par les tacles faits à l'encontre des journaleux. Tentative d'action terroriste du réseau Iris à la fabrique municipale de Nutri. Grâce à l'intervention des sections Alpha, la chaîne de production a, heureusement, pu être sauvée et une partie du gang écrouée. La vérité a enfin été révélée par nos dignes collègues du réseau Iris. Le peuple Lion ont uni leurs forces pour reconduire les sections Alpha de Yllis. Une fois de plus, l'honorable profession journalistique a pu montrer qu'elle a eu un rôle prépondérant dans l'histoire.
You serious? Voulant faire de Beyond Good and Evil une véritable licence reconnue aux côtés de Rayman, Ubisoft présentera une démo de Beyond Good and Evil 2 à l'E3 de 2009, au cours de laquelle on voit Jade fuir des troupes armées dans une séquence qui fait beaucoup penser à du Uncharted. Comme si le jeu précédent n'avait pas déjà assez fait de référence au jeu de Naughty Dog. Ça sera quoi la suite? Faire un Crash Bandicoot-like? Ah non, ça a déjà été fait. Ce ne sera qu'à l'E3 de 2017 qu'on aura enfin droit à une bande-annonce et à une présentation du gameplay qui n'a rien à voir avec ce qui avait été déjà montré en 2009. Et puis, la suite de l'histoire, vous la connaissez, Michel Ancel quitta Ubisoft en 2020, tout en disant que Beyond Good and Evil 2 était entre de bonnes mains. En fait, non.